quatre saisons. Et venez, chaque année change la nature. Printemps, paupières, bois fleuris, l'été, côté bel soleil avec l'automne, aux feuilles, pieds, bois tombés. En hiver, la nature met en manteau blanc. C'est le ça, tout les oiseaux besoin chauffer. Solaire était caché, comme s'il peut paraître. Avec l'hiver, ciel la guerre, belles étoiles. Radio 4 saisons. There comes a time when someone wants to listen to something new. There comes a time when everyone deserves the best for themselves. There comes a time when a passion becomes a mission. Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Coffey. Écoutez, Guillaume Coffey vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffey vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Bonjour, bonsoir, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, justement, nous recevons un invité de marque. Il est en Côte d'Ivoire, candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, Monsieur Fieni Kofi Kevin, président fondateur du parti politique pro-Côte d'Ivoire, pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté, est l'illustre invité de notre émission, de votre émission de ce jour sur la belle station Radio 4 saisons. Son projet de société consiste à faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Pourquoi une telle ambition est-elle réalisable au regard de plusieurs paramètres endogènes et exogènes? Comment pense-t-il y arriver en dehors de sa force, de ses ambitions, de son courage et de sa persévérance? Merci de rester des nôtres. Moi, c'est Guillaume Coffey. Je donnerai ma vie à Dieu.
vie à Dieu. Mon cœur à Dieu, je donnerai mon cœur à Dieu. Mon cœur à Dieu, je donnerai mon cœur à Dieu. Si je donne mon cœur, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai mon cœur à Dieu. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai mon cœur à Dieu. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai mon cœur à Dieu. Ade bala como la que wemra kramra kaninyo. Ade bala ko omana nimza tiwe na kamoran. Ade bala como la que wemra kramra kaninyo. You ade bala ko omana nimza tiwe na kamoran. Aye moise ata imala kwa tokiwa. Waka klipe to mweye. Waye kosi e pa odiwe. Waye kolope odiwe. Wasu seye mawe. Ade bala kwa ma oyiwa yiri kama sabeni. Waka klipe to mweye. Ade bala kwa waka ma. Aye odua o atoya klipe nyu adwo. Aka to la ye. Akwa la ye. Moise ade bala kwa honwa die me la ye. Akwa la ye. Aka to la. Ye you ade bala kwa o mana nimza tiwe na kamoran. Aka to la. Ade bala kwa o mana nimza tiwe na kamoran. Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée Radio 4 saisons.
onye dunia manene ato ka to ayuku onye dunia manene sa ku ya kono na ko ka to ayuku onye dunia manene ayu asibo tan so si mo ka to ayuku onye dunia manene kisa akwe sikira na ko ka to ayuku onye dunia manene ayu asibo ma so si o ka to ayuku onye dunia manene kisa no e mo na ko ka to ayuku onye dunia manene. There comes a time when someone wants to listen to something new. There comes a time when everyone deserves the best for themselves. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Merci de rester toujours à l'écoute de la belle station Radio 4 saisons. Nous inondons le monde entier grâce à notre présence sur Internet. Ah oui, vous savez que les rendez-vous GK, cette plateforme qui vous donne aussi de la connaissance, de l'apprentissage, mais aussi du partage. Vous en avez besoin, nous en avons besoin. C'est pour cela, nous continuons toujours à inviter des personnes aussi qui sont dignes de ce plateau, de cet espace, de cette radio. Oui, nous passons maintenant et nous sommes en direct, bien sûr. Nous avons le privilège de recevoir Monsieur Fieni Kofi Kevin, président fondateur du parti politique pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité. Oui, n'oubliez pas la prospérité et la souveraineté.
candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle 2025, c'est en Côte d'Ivoire. Nous le recevons pour échanger sur le thème « Faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale ». Oui, faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Le seul candidat à porter cette vision. Nous avons le privilège de le recevoir. Bonne arrivée, Monsieur Fieni Kofi Kevin. Merci bien. Comment vous allez aujourd'hui? Bien, je vais. Oui, nous sommes heureux. Déjà, grand merci. On dira aujourd'hui gros merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation des Radio 4 saisons. Je vous dis également merci. Je pense que l'honneur est vraiment pour moi seul. Merci déjà. Et je l'ai dit d'entrée, le thème de notre discussion, c'est faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Nous allons discuter à propos de cela. Mais bien avant, je voudrais vous présenter, avec votre permission. Allez-y. Né en 1981 à Guindé, dans la sous-préfecture des Tanda, ivoirien de père et de mère, n'ayant jamais renoncé à sa nationalité, Fieni Kofi Kevin est d'ethnie Abron Koulango du district du Zanzan, natif de Guindé, son village. Issu d'une famille modeste financièrement, il est fondateur d'une entreprise de communication. Il a fait ses études primaires à l'EPP Guindé, le secondaire au collège moderne de Tanda avant de s'installer à Bandoukou, puis dans la capitale économique Abidjan. Marié et père d'un enfant, il est chrétien tout en respectant la foi religieuse des autres. Entrepreneur, homme d'affaires et philanthrope, sa force provient de ses ambitions, de son courage, de sa persévérance, ses échecs et des humiliations et d'autres obstacles qu'il a connus et surtout de sa foi en Dieu. Convaincu qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice, il s'était présenté à la candidature de l'élection présidentielle de 2020 de son pays, la Côte d'Ivoire, en vue de lui apporter une vraie démocratie, une prospérité remarquable et une souveraineté sans faille. Il a été candidat à la candidature des législatives en 2021 de Tanda pour un parlement honorable et crédible, gage du bien-être des populations. Par ailleurs, il est président fondateur du parti politique Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Il est à nouveau candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle de 2025. Son projet de société consiste à faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Voici donc présenté succinctement M. Fieni Kofi Kevin. Et M. Fieni Kevin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à préciser? Ça a été bien dit, c'est ça. Merci. Merci déjà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et la discussion va bien sûr s'articuler autour de quelques sous-thèmes. On va parler de vous et de votre parti, Pro-Côte d'Ivoire. On va aussi toucher à quelques exemples concrets, ce que j'appelle exemples concrets. Vous allez le savoir, les auditeurs et auditrices vont comprendre ce que j'appelle concret. Et toucher aussi à des interrogations qui pourraient fâcher ou quelques défis persistants au niveau local, au niveau de la Côte d'Ivoire donc. Et bien sûr, nous allons terminer avec Pro-Côte d'Ivoire au pouvoir. Merci. Et donc, revenant à la première articulation, M. Fieni Kofi Kevin et Pro-Côte d'Ivoire. J'ai remarqué, les personnes qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire ont remarqué que depuis quelques années, vous êtes présent sur la scène politique ivoirienne. Candidat à la candidature au présidentiel de 2020,
candidat aux élections législatives en 2021 et aujourd'hui, en cette année 2025, donc vous êtes candidat à la candidature pour les élections présidentielles de 2025 justement. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive votre engagement politique? Merci déjà pour tout. Merci vraiment. Ma motivation se trouve déjà dans la définition même du parti. Vous voyez, pour Côte d'Ivoire, pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. La motivation est déjà dedans. Notre combat, c'est pour faire en sorte qu'il y ait une démocratie forte. C'est aussi pour qu'il y ait une prospérité remarquable, mais aussi et surtout une souveraineté vraiment sans faille, si on peut le dire comme ça, pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand on n'est pas souverain, tout ce qu'on aura à entreprendre, ou alors que nous sommes en train d'entreprendre, ça pourrait quand même être difficile, de peur d'avoir des interférences ça et là. Bref, la définition, la motivation se trouve dans ce que je viens de dire. Il n'y a pas d'autre motivation ailleurs. C'est l'envie de voir une Côte d'Ivoire vraiment exemplaire. Voilà. Il n'y a pas de motivation ailleurs. Ça, j'ai aimé ça. Vous prenez Merci. un projet de société inédit. En tout cas, et puis déjà, j'ai constaté, et je l'ai dit d'entrée, c'est vraiment formidable, une république fédérale. Et ce projet-là touche à plusieurs cœurs. Moi, je suis ivoirien d'origine, je parle à des parents, à des amis, et vraiment, les gens conviennent à dire que, waouh, c'est novateur, c'est ceci, cela. Il apporte quelque chose de nouveau, il y a un son nouveau. Alors, Exact. si vous voulez faire de ce pays, la Côte d'Ivoire, avoir une société inédite, j'ai envie de dire, vous prenez cette société-là. Et puis, ce côté fédéral, donc rendre la Côte d'Ivoire, sinon transformer la Côte d'Ivoire en une république fédérale. Pensez-vous que vraiment cela est faisable? En d'autres termes, pourquoi pensez-vous que cette forme de gouvernance sied à la Côte d'Ivoire? Alors, déjà, il faut dire que tout ça, ça part d'un constat. En Afrique surtout, quand on parle de pouvoir, c'est très souvent, enfin, ce pouvoir-là se trouve très souvent dans les mains d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et partant de ce fait-là, Allô? oui, allô, Oui, c'est il y a d'autres voix. Ouais. Alors, vu que le pouvoir est très souvent dans les mains d'une seule personne, et cela freinant, je veux dire, le développement de ces pays africains que nous connaissons là, nous avons estimé, après des études, des analyses, que c'est bien qu'il y ait beaucoup plus de partage de pouvoir. Et comme ça va permettre, si vous voulez, un développement sain, ça va occasionner des concurrences saines entre entités à fédérer. Donc, en somme, en clair, en résumé, je vais dire que faire de la Côte d'Ivoire un État fédéral est possible. C'est même plus que possible. Parce que si vous observez aussi au plan mondial, vous allez faire un constat clair. Les pays aujourd'hui qu'on qualifie de pays puissants, etc., sont des systèmes fédéraux, ont une gestion fédérale. Et du coup, il faut s'inspirer de ce qui marche. Donc, nous, on n'a pas de honte à s'inspirer de ce qui marche. Quelqu'un m'a dit comme ça un jour, pensez-vous que faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale pourrait véritablement marcher parce que nous avons des États fédérés qui tirent, en grippe comme ça, le diable par la queue. Et ma réponse était quoi? Que je préfère être le dernier des premiers que d'être le premier, vous voyez, des derniers. Ça veut dire qu'une république fédérale, ça a forcément des avantages beaucoup plus, je vais dire, favorables, beaucoup plus constructifs, beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus intéressants, contrairement aux États unitaires. Donc voilà, si j'ai répondu à votre question, je ne sais pas, mais voilà d'abord notre motivation. Et justement, ok, vous parlez d'État unitaire et je voudrais que vous précisiez un peu cette république fédérale que vous envisagez, que vous voulez pour la Côte d'Ivoire. Quels seront les contours
Et comment pensez-vous que vous allez pouvoir appliquer cela à la Côte d'Ivoire, qui est déjà un État unitaire? Ça ne sera pas vraiment compliqué parce que nous avons dans notre programmation décidé de garder. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a 14 districts. Voilà. Il y a 14 districts qui englobent tout le territoire ivoirien. Donc, il faut tout simplement maintenir ces 14 districts-là, à la tête desquels nous allons faire des élections pour trouver des gouverneurs élus avec rang de chef d'État. À ces gouverneurs, tout naturellement, ayant le rang de chef d'État, ce sont des présidents. Donc, on va leur permettre d'avoir le nécessaire, le maximum de pouvoir, d'être autonomes véritablement pour prendre en charge leur district. Et ces districts-là, d'ailleurs, vont prendre l'appellation État. Exemple, moi, je suis du district du Zanzan. Donc, une fois au pouvoir, dans cette République fédérale, on ne dira plus que je m'en vais ou alors je vais dans le district du Zanzan. On dira que je vais dans l'État du Zanzan. Parce qu'à la tête de ce district-là se trouve un gouverneur élu avec rang de chef d'État. Donc, c'est un président, donc il faut parler d'État. Et c'est la somme de tous ces 14 États-là, enfin, ces districts-là d'abord qu'on va fédérer. Donc, ces entités qui vont devenir, je vais dire, des États fédérés, d'où la République fédérale de Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, déjà, techniquement, ce n'est pas impossible. C'est même, on va dire, un griffe facile, parce qu'avant tout, rien n'est vraiment facile. Mais je vais dire, il n'y aura pas assez de complications. Voilà. Donc, je reprends. On maintient les 14 districts. On va à des élections pour élire les 14 gouverneurs avec rang de chef d'État. Et ces gouverneurs auront la possibilité, pas même la possibilité, c'est ce qui doit être. Ils vont former à tout leur gouvernement. Donc, il y aura des gouvernements locaux. Et comme je l'ai dit un peu en amont, tout ça, c'est pour permettre une saine concurrence. Parce que si vous avez 14 États, 14 entités fédérées, avec chaque État son pouvoir, vous allez voir que le développement qu'on cherche là va prendre son envol de manière efficace, mais rapide. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Ok. Déjà, en Afrique de l'Ouest, nous avons le Nigeria qui est un État fédéral. Vous parliez tantôt de certains exemples que vous avez observés, que vous avez étudiés. Est-ce que, par exemple, le Nigeria, le Canada, où je suis, ont été des exemples pour vous? Est-ce que vous êtes parti de ces pays-là, par exemple, pour essayer d'adapter le cas de la Côte d'Ivoire? Bien évidemment, je peux nous aller plus loin. Au-delà du Nigeria, vous avez l'Éthiopie, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Brésil, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez l'Allemagne, vous avez la Suisse. Donc, il y a eu plusieurs exemples desquels je me suis inspiré pour tenter, bien évidemment, à travers notre projet de société-là, faire cela en Côte d'Ivoire, mais en version africaine, version ivoirienne. Parce que c'est bien de s'inspirer, mais il faut savoir utiliser la chose en fonction de tes réalités. Donc, on va faire une adaptation sur mesure comme ça. Voilà. Bien sûr. Et justement, pensez-vous que les Ivoiriens sont prêts à s'inscrire dans cette nouvelle forme de gouvernance? Je peux déjà, selon nos constats, ce que nous vivons présentement, dire oui. Les Ivoiriens, dans la majorité, ont même applaudi et continuent d'applaudir ça. Le défi, si on peut le dire comme ça, qui reste nous concernant, c'est de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Faire le tour de la Côte d'Ivoire, informer les populations qui n'ont peut-être pas encore l'information, ou alors qui ont l'information, mais qui ont besoin de beaucoup plus de détails. C'est ce que nous sommes en train de faire, et je vous assure que toutes les personnes que nous avons rencontrées, nos militants, sympathisants et autres, adhèrent pleinement à ce projet de société-là. Ces populations attendent même ça d'ailleurs, parce que ça viendra vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Vous voyez, ces crises à n'en point fini en Afrique, ces rébellions à gauche, à droite, ces coups d'État à gauche, à droite, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est quoi? Le résultat c'est quoi? C'est le fait que les gens sont impatients, ils veulent tous être présidents, ils veulent le pouvoir à la même seconde, même minute, même jour, même mois, même temps, même moment. Vous voyez, donc c'est une question de pouvoir. Alors, si on a une république fédérale, bon, fini les coups d'État, on peut le dire comme ça. Fini les rébellions, on peut le dire comme ça, parce que le pouvoir est partagé et se trouve aux mains des populations elles-mêmes, qui aujourd'hui, là, jusqu'à ce moment où je suis en train de parler, là, sont toujours dans l'attente, sont attentives. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiques qui ont fait savoir à ces populations qu'elle allait tout leur donner. Restez tranquille, on va tout vous donner. C'est comme ça en Afrique. Donc, du coup, les gens ne se battent plus pour apprendre par eux-mêmes et obtenir par eux-mêmes. Ils attendent le politicien, la politique, pour venir tout leur donner.
Donc, c'est cette mentalité qu'il faut changer avec cette République fédérale, de sorte à ce que l'administration soit véritablement aux mains des populations et que la gestion du pays soit également aux mains des populations et que chacun puisse véritablement contribuer au bonheur, à l'évolution, à la prospérité comme à la souveraineté de ce pays-là. Donc, après, c'est une manière, moi, de dire que l'avantage de faire de la République fédérale, c'est d'engager véritablement les populations. Ça ne sera plus un groupe de personnes qui sera là en train de dire ci ou ça, mais ça sera l'affaire de tout le monde. Il y a des policiers, pour terminer là-dessus, vous avez des policiers qui disent comme ça, donnez-moi le pouvoir et je vous rendrai le pouvoir. Mais en l'état actuel, ça n'a pas encore marché parce que les populations ont donné ces pouvoirs-là à ces politiciens, sauf qu'ils n'ont pas rendu jusqu'à l'heure-là ces pouvoirs-là. Donc, nous disons que les populations peuvent nous faire confiance et nous donner ce pouvoir-là parce que nous allons vraiment leur rendre le pouvoir à travers l'État fédéral. Donc, il n'y a pas mieux ailleurs pour nous. Ouais. Être au service de la population, pas se servir de la population. Exactement. Merci déjà, Monsieur Fieni. Et puis, je rappelle que Monsieur Fieni Kofi Kevin, candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Il est le président fondateur du parti politique pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Et bien sûr, il est là pour nous édifier sur le thème que nous avons choisi aujourd'hui, qui est d'ailleurs son projet de société, c'est faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 saisons et l'émission s'appelle Les Rendez-vous GK, les rendez-vous de Guillaume Kofi. J'ai envie de dire, Monsieur Fieni, est-ce que vous avez quelques innovations à apporter pour que justement, j'ai envie de dire, dans quelques secteurs d'activité, par exemple, la Côte d'Ivoire, votre pays, connaît ce rayonnement que vous escomptez? Est-ce qu'il y a des innovations que vous pourriez apporter ou déjà que vous proposez? En dehors du fait que les districts soient par exemple des États ou quoi, est-ce que vous avez des exemples concrets? Voilà. Quelles sont ces innovations-là? Bon, déjà, le projet de société en lui-même, c'est une innovation. D'accord? Oui. Autre innovation, moi j'ai envie de parler, pourquoi pas, de l'entrepreneuriat, parce que tout pays qui se veut sérieux, développé, prospère, souverain, va forcément s'appuyer sur le secteur entrepreneurial. Voilà. Donc c'est là-bas l'innovation se trouve, si j'ai bien compris votre question, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs dans tous les domaines, mais je préfère choisir ce secteur-là. Choisir ce secteur. Et en termes d'innovation, on pourrait aussi parler du système d'imposition. Chaque État fédéré, entité fédérée aura son système d'imposition. Mais de manière générale, de manière globale, il y aura ce qu'on appelle la baisse des impôts pour élargir l'assiette, faire en sorte que en Afrique et en Côte d'Ivoire, vous entendez souvent les gens dire secteur informel, secteur informel. Alors que quand vous prenez les statistiques, il est clairement dit par des experts que le secteur informel même emploie beaucoup plus et soutient beaucoup plus même l'économie. Alors pourquoi traiter ce secteur-là d'informel? Il faut juste une volonté politique. Donc l'innovation pour nous, c'est de déjà faire en sorte qu'on ne dise plus secteur informel parce qu'on va élargir l'assiette des systèmes d'imposition de sorte à ce que tout cela puisse contribuer au développement de ce pays-là en réduisant également aussi les impôts. Autre chose, en termes d'entrepreneuriat, l'État de Côte d'Ivoire, cet État fédéral-là sera d'office partenaire à n'importe quelle entreprise légalement établie. Je vais le dire simplement, si vous avez 1 million d'entreprises, l'État fédéral de Côte d'Ivoire doit être par d'entreprise. Allô, on vous a manqué un peu. À fermer. Oui. Allô. Je disais que oui, l'État fédéral doit faire quoi? Voilà. Donc, je disais comme ça que dans le système entrepreneurial, nous allons faire en sorte que chaque entité fédérée ait son système d'imposition. Ça, c'est un. Nous allons baisser les impôts et élargir l'assiette à plusieurs personnes. D'où la suppression de ce nom-là, comme quoi
il y aurait enfin, le secteur informel. Ça, nous avons un problème avec ça parce que les statistiques démontrent que le secteur informel même emploie beaucoup plus et contribue même beaucoup plus fortement à l'économie de nos États africains. Donc, pourquoi parler de secteur informel? On va juste les organiser. Ça aussi, c'est une innovation. Voilà. Les faire contribuer au développement de ce pays-là. Mieux, Bien sûr. l'État fédéral sera le premier partenaire de toute entreprise en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ferment parce qu'il n'y a pas de coaching, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien de l'État. L'État même attend juste de récolter les impôts et quand ça ne va pas, on dit allez fermer. Mais comment est-ce qu'on peut connaître un développement si nos propres entreprises, on se met à les fermer? Au lieu de les fermer, l'innovation à Pro-Côte d'Ivoire, si nous sommes au pouvoir, c'est plutôt d'empêcher qu'il y ait fermeture en précédant cela d'une présence de l'État elle-même. Quelqu'un qui sera représentant de l'État auprès de l'entreprise, qui va aider l'entreprise, coacher l'entreprise, sortir l'entreprise des difficultés. Plus l'entreprise est rentable, plus la Côte d'Ivoire gagne. Et au-delà, exporter nos entreprises au-delà de nos frontières. Parce que quand vous prenez ces grands pays développés là, leur force réside à la capacité de leurs entrepreneurs à s'exporter. Il faudrait que la Côte d'Ivoire comprenne ça et prenne 60% de son budget pour investir vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne sais pas si on pourrait parler d'innovation, mais pour nous, c'est une innovation, parce que ce que je suis en train de dire ne se pratique pas pour l'instant, alors du moins de manière très faible. Voilà. Ok. Mais vous parlez de présence de l'État auprès de ces entreprises, alors que moi, je ne suis pas spécialiste, mais je constate effectivement qu'en Côte d'Ivoire, il y a des agences que l'État a créées pour accompagner ces entrepreneurs. N'est-ce pas une présence aussi, une forme de présence? Qu'est-ce qui va différer concrètement quand vous parlez de présence? Je vais répondre par la négative, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a une nuance. Vous avez des agences ici, des structures qui sont en réalité des groupements d'entrepreneurs. C'est différent d'une structure qui est construite, qui est créée pour aider l'entrepreneuriat à avancer, à se financer, à coacher, à exporter la. Il y a une nuance nette. Donc pour ma part, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore constaté, fait le constat d'une structure telle que je viens de le décrire dans notre projet de société là, déjà existante en Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas encore vu ça. Donc pour nous, c'est une innovation. Voilà. Vous avez des associations d'entrepreneurs, vous avez même ici l'agence emploi jeune. L'agence emploi jeune, c'est différent. On parle bien d'emploi. L'emploi et l'entrepreneur sont d'une même famille, sont, si vous voulez, dans un même village, mais chacun a son rôle précis. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs pour qu'il y ait des emplois. Vous voyez un peu? Donc, il y a une différence nette là. On ne peut pas prendre l'emploi jeune pour dire que c'est une manière de l'État d'aider, je vais dire, les entrepreneurs. C'est quasiment différent. Ok. Oui, je comprends. Je vois la nuance. Venons à un autre exemple très important aussi. On parle de l'agriculture et puis la Côte d'Ivoire est déjà connue pour cela. Ce n'est un secret pour personne. Déjà, l'agriculture, elle seule, fait 40%. C'est ce que je crois, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai lu. 40% de l'économie du pays. Et pourtant, on constate depuis plusieurs années que les acteurs même qui font ce secteur-là sont aussi dans des formes d'appauvrissement, je dirais. Voilà. Il y a des périodes où, quand la vente est faite, il y a de l'argent et puis après, c'est la galère partout. Moi qui ai grandi dans une zone ici, le Oasis, où c'était vraiment le bon moment où il y avait café, cacao et tout cela, on sentait que il y a des moments où ça allait très bien, la région bougeait, mais à partir de quelques mois, l'argent, et puis après, tu vois même ces mêmes planteurs-là, ces mêmes acteurs-là, tirer, voilà, le diable à la queue aussi. Vous, en tant que homme politique, candidat aussi, et prônant aussi la République fédérale, quel projet avez-vous pour redorer, j'ai envie de dire, ce secteur agricole-là? Bon, je pense que tout ce que vous avez développé, c'est à la fois quelques causes et en même temps des solutions que vous avez apportées.
Voilà, parce que s'il y a problème, ça veut dire qu'il y a forcément une solution. Donc, la solution pour nous, déjà, ça s'inscrit dans notre projet de société. Le secteur agricole, vous voyez, déjà, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Là. Vous avez parlé de la production de café, cacao et autres. Oui, ça, il n'y a pas, on ne pourra pas discuter de tout ça. Il est même dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Nous sommes d'accord que le succès repose sur l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a tout ce que nous consommons, il y a le riz, il y a tout ça. Donc, il faut déjà faire en sorte qu'il y ait une autosuffisance alimentaire. Maintenant, pour revenir de manière très circoncis à votre question, nous comptons donner des salaires à tous ces vrais planteurs, ces vrais agriculteurs. Nous ne parlons pas des paresseux, parce qu'en toute chose, il y a des médiocres, il y a des paresseux. Nous parlons de ceux véritablement qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire de par ce qu'ils plantent de par l'agriculture. Donc le cacao, le café, la noix de cajou, le coton, l'éveillard, tout ça, nous allons les recenser, les identifier. On va dire les méritants auront chaque fin de mois des salaires, tout simplement parce que le prix même d'achat de ces matières-là étant instable, il faut tout simplement leur accorder des primes, des salaires. Pourquoi? Parce que si à 40% ils contribuent à l'économie de la Côte d'Ivoire, ça voudrait dire que les 40% aident à payer les salaires des fonctionnaires, du président lui-même, des ministres, des députés, des maires, bref, tous ceux qui travaillent au compte de l'État de Côte d'Ivoire sont payés en partie grâce à nos planteurs. Pourquoi ceux-là se retrouvent dans la misère et n'ont pas eux-mêmes des salaires, alors que le fonctionnaire, quand même qu'il a son salaire, il a même des bonifications, des primes. Bref, il y a tellement de choses qu'ils ont après. Donc ce n'est pas inutile que le planteur lui aussi à son tour ait tout ça, à commencer par une prime, voire un salaire. Et ça, nous allons permettre ça une fois au pouvoir. Donc voilà un peu de manière très brève ce que nous allons faire pour nos parents planteurs, pour nos parents agriculteurs, et mieux faire en sorte qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire dans plusieurs domaines. Ok, c'est bien dit. J'ai bien entendu aussi, vous avez dit des vrais acteurs, les vrais agriculteurs. Je ne sais pas, est-ce que l'emploi de vrai était important, mais comment vous allez déceler, recenser ces vrais acteurs-là? Qu'est-ce que vous pensez faire? Ça sera tellement facile. Si tu dis par exemple que tu as un champ de cacao, on va aller vérifier. Voilà, on va vérifier l'existence. Ok. C'est vraiment pour toi tout ça, on va vérifier. Maintenant, si tu dis moi je suis agriculteur, il faut me payer. On dit montre-nous ton champ. Tu nous montres un champ de 400 mètres carrés juste pour nourrir ta famille. Tu ne contribues pas au développement de la Côte d'Ivoire, donc tu n'es pas dedans. On parle de ceux qui font de ça un but lucratif. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de ceux-là qu'on parle. Sinon, si c'est pour planter, manger avec sa famille, tu n'es pas dedans. C'est pourquoi je parle des vrais planteurs qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui plantent pour manger avec leur famille, ils contribuent au développement de leur famille. De la Côte d'Ivoire. C'est intéressant, mais il y a une différence aussi. Merci déjà, Président. Merci encore pour l'éclairage et puis l'éclaircissement. Je rappelle que je reçois M. Fieni Kofi Kevin, candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Il est le président fondateur du parti politique pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Et bien sûr, nous parlons de République fédérale. Oui, c'est le projet de société qu'il défend, que son parti porte. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 4 saison et l'émission, c'est les rendez-vous GK. On va continuer dans ces exemples concrets, c'est comme ça je les ai qualifiés, en venant maintenant au cas de... J'ai écouté, parce que dans la préparation, j'ai suivi aussi vos interventions sur des chaînes de télé, radio, et vous parlez de quelque chose d'inédit aussi dans votre projet de société, c'est celui de doter chaque village d'un maire élu. Doter chaque village d'un maire élu. J'ai dit, mais... est-ce que ça sera faisable aussi? Ou bien ce sont les chefs des villages qui seront en même temps maires? Ou comment est-ce qu'ils voient cela? Mais bon, j'ai écouté vos réponses pendant ces émissions-là aussi. Mais il y a quelque chose aussi qui manque. Et puis, je voudrais vous demander, pouvez-vous nous expliquer
exactement la faisabilité et surtout les avantages d'une telle initiative. D'accord. Alors, on ne va même pas parler de faisabilité parce que ça se fait déjà et je vous dis comment. Ok. Il faut comprendre avant tout que le rôle d'un maire, tout naturellement, c'est d'administrer sa circonscription, c'est de même créer des richesses, c'est d'amener les villages environnants ici en Afrique là à connaître aussi un développement. Mieux même, pourquoi pas venir dépasser même la ville en question, qui fait chef-lieu de commune, n'est-ce pas? Alors, on est aujourd'hui, après l'indépendance, 60 ans, 70 ans, 80 ans, même 100 ans pour d'autres. Vous allez voir qu'il y a plus de villages centenaires, cinquantenaires, et donc, il n'y a pas vraiment eu ce développement-là de la part de ces différentes mairies. Par manque de moyens, tout simplement. Vous allez prendre une commune. La commune où se trouve le maire est par exemple la ville phare. Donc, un fils de la ville. Or, le maire, il développe sa commune avec quoi? Avec des recettes, des taxes, et puis avec un peu des subventions de l'État. À quel moment lui-même pourra avoir suffisamment ce qu'il faut pour développer sa ville natale? Au-delà de ça, dire qu'il va aller penser au développement des villages qui l'entourent. Il y aura un retard tout le temps. Donc, c'est quasiment impossible pour ces maires-là de développer les autres villages aux alentours parce qu'ils sont plus concentrés à développer leur propre ville. Voyez-vous, et ça, c'est un problème. Alors, l'autre chose, c'est quoi? C'est que dans ces villages existants-là, vous avez des écoles, vous avez des maternités, vous avez des dispensaires, des maisons de maîtres, des maisons d'infirmiers, etc., qui ne sont même pas, pour certains, construits par l'État de Côte d'Ivoire, ni même par des mairies. Ce sont les villageois eux-mêmes qui se cotisent pour permettre toutes ces réalisations-là. Ce que la mairie et l'État devaient faire. Donc, si déjà ces villages arrivent à faire, il faut leur donner de manière officielle ce pouvoir de mairie-là, d'où la présence d'un maire élu dans leur village, pour qu'ensemble, ils puissent continuer le développement qu'ils ont continué de manière informelle, si on peut le dire. Parce que quand des villageois se cotisent pour construire un château, on peut dire que c'est informel si ça revenait à la mairie ou à l'État de Côte d'Ivoire de faire ça. Vous voyez un peu. Mais puisqu'ils font ça déjà, il faut juste leur donner ce couronnement-là. Écoutez, voilà, et vous allez élire dans votre village votre propre maire. Comme ça, ensemble avec lui, vous allez développer votre village dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce que vous voulez que votre village devienne là, ça sera dans votre main. Vous voyez, en haut, je parlais de faire en sorte que les populations soient engagées au développement de leur pays. Ça passe aussi par là. Parce que si on ne fait pas ça, vous allez voir tous ces villages qui vont toujours rester à attendre tout de l'État. Or, l'État, c'est vrai a le devoir de les aider, mais l'État peut être partout, au même moment, à la même minute. Donc, si on leur laisse la gestion, ça va encore aider cette démocratie-là à grandir. Parce que si vous voyez un village où il y a un maire, où tout ce qui est dedans à 90% sont les villageois qui sont cotisés pour développer, à quel moment le président fédéral, les ministres fédéraux ou je ne sais quel gouverneur pourrait venir pour intimider ou alors pour faire des choses pas rond, pas catholiques à ces villageois-là? L'exemple en Europe est clair. Quand vous voyez même en exercice un président est bousculé par sa population, c'est parce qu'en réalité, le président n'est qu'un assistant, un gardien, un manager, un coach. Parce que l'investissement, ce sont les populations. Donc, ils ont le droit de demander des comptes à tout moment et en tout lieu. C'est ce qu'il faut à l'Afrique. Si on laisse les populations avoir le bonheur qu'ils cherchent par eux-mêmes, personne ne pourra les manipuler. Or, en l'état actuel, tout est donné par le politique, les politiciens, par des systèmes politiques. Donc, du coup, ils n'ont pas de pouvoir en termes de parole, en termes d'action. Mais quand vous êtes là et qu'on vous a tout donné, au finish, vous n'avez rien. Parce que, monsieur Guillaume, excusez-moi, si vous, la radio que vous animez, quelqu'un vous a donné ça cadeau, votre véhicule c'est cadeau, votre voiture c'est cadeau, vos amis c'est cadeau. Mais ceux-là, si se fâchent un bon matin, qui décident de tout vous reprendre, là, vous n'avez plus rien. Non, ouais. Voilà. Donc, il faut amener les gens à voir ce qu'eux-mêmes ils veulent, qu'ils n'attendent plus des politiques, des politiciens, ce qu'ils recherchent. Voilà un peu l'idée qui a motivé ce projet-là, qui est qu'au pouvoir, chaque village sera doté d'une mairie, donc un maire élu par les populations de ce village-là, pour permettre rapidement le développement, mais de manière efficace, mais surtout en engageant les populations elles-mêmes de sorte à ce qu'elles changent leur mentalité et ne plus rien attendre forcément de l'État. Ce que nous, on aura à faire au pouvoir, c'est de les accompagner, les manager, les coacher, les assister. Mais ils doivent plus s'asseoir pour attendre tout de nous. Voilà un peu. C'est très bien dit, très bien dit. Merci. Mais déjà, pour rire un peu, j'ai envie de demander au PDG de la radio, Monsieur Rudy Rameau, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours m'offrir une voiture. Hein.
offrir une maison gracieusement à Guillaume Kofi. Ah oui, merci Monsieur Fieni. Et puis, on va continuer avec un autre aspect, c'est le plan social. Et les recherches que j'ai faites aussi, en 2022, la Côte d'Ivoire est classée 166e sur 195 pays avec un indice de 0,534, donc 0,534. Et ça, c'est l'indice de développement humain. On ne va pas rentrer dans des détails de PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, mais déjà, c'est un indice calculé chaque année pour mesurer le niveau de chaque pays. Est-ce que le pays est développé, moins développé, en voie de développement? Voilà. Déjà, quels commentaires faites-vous de cette situation et quelles actions, par exemple, vous et votre parti, pensez-vous que vous pourriez entreprendre pour redorer le blason de la Côte d'Ivoire? D'accord. Nous, à Pro Côte d'Ivoire, vous savez, souvent les statistiques annoncées par des experts, nous les prenons souvent avec des pincettes, pas parce que nous les rejetons ou alors nous les décrédibilisons ou alors nous n'avons pas confiance, mais on émet toujours des réserves. Voyez-vous, je prends souvent cette image et les gens en rient. Je dis, mais moi je suis chez moi à la maison. C'est moi, je connais combien de femmes j'ai, combien d'enfants j'ai, combien de bébés j'ai. C'est à moi de les compter pour dire qui mesure tel poids, telle taille. Non, c'est le voisin qui vient compter chez moi et dit à moi que tu as 2 femmes, tu as 3 enfants, il y a un enfant qui est mince. Ouais, c'est avec tout ça qu'il faut rompre au fait. C'est bien dommage. Et nous militons pour le fait que cette souveraineté dont on parle là soit vraiment effective. Pourquoi? Parce que ces mairies dont on vient de parler, ça va nous aider à avoir de vraies statistiques. Si vous avez dans tous les villages, les 9000 villes et villages en Côte d'Ivoire, des mairies, et donc l'administration très présente un peu partout, vous allez voir que ces statistiques-là, on pourrait avoir de vrais chiffres pour des contradictions ou alors pour des confirmations. C'est pourquoi moi je me garde de me prononcer comme ça là-dessus parce que nous prenons avec des réserves tout ça. Vraiment avec des réserves. Mais on aura l'occasion de donner, pourquoi pas, des contre-chiffres. Des mairies un peu partout, on aura de vraies statistiques parce que dans les villages là, ils sont souvent 1000 ou 100 personnes, 200 personnes, ils se connaissent entre eux. Donc faire ce genre de statistiques là, pour savoir qui tombe malade chaque 2 secondes, qui est ça sera tellement facile et on aura ces vrais chiffres là. Et quand on les aura et quand on aura fait des comparaisons avec ce qui est dit de manière internationale, on en tirera des conclusions. Bien et sûr. Donc s'il y a des choses à changer, on va les changer. Mais à l'état actuel, c'est comme prendre les chiffres du voisin qui ne vit même pas chez moi. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Et les gens, je vois en Côte d'Ivoire, ils se sont embêtés un peu pour ça. L'autre, là, président d'un parti politique actuellement, là, a eu à dénoncer ça. Ça a été un tollé ici. Et les gens naviguent dedans. J'ai dit, mais attends. Voilà des gens qui sont ailleurs, qui vous donnent des chiffres. Vous-même ici, là, qu'est-ce que disent vos statistiques? Jusque-là, je n'ai pas encore eu de retour. Mais si la Côte d'Ivoire n'a pas un système pour avoir ses propres statistiques, c'est dommage. Moi, je vais me prononcer dans quelque chose que le voisin a fait. Je gagne quoi? Je risque de me ridiculiser, donc vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est de faire en sorte que nous soyons au pouvoir, faire en sorte que l'administration soit véritablement partout et qu'on ait nous-mêmes nos propres statistiques que nous aurons à prendre pour soit contredire les autres ou alors pour confirmer les autres. Okay. Voilà un peu. C'est bien dit. Toujours à l'écho de Radio 4 saison, l'émission Les Rendez-vous de Guillaume Kofi, les rendez-vous GK, chaque jeudi. 17h, 18h30, heure de l'Est, 21h, 22h30, temps universel. Vous nous écoutez et bien sûr, le thème de discussion, c'est une république fédérale. Sinon, c'est le thème autour de la République fédérale, qui est d'ailleurs le projet de société de Pro Côte d'Ivoire, dirigé par Monsieur Fieni Kofi Kevin. Et d'ailleurs, il est candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous, Monsieur Fieni, de votre temps. Et puis, nous sommes très heureux de tout ce que vous donnez comme réponse aussi. Nous apprenons à vous connaître, à connaître votre parti, votre projet de société et tout ce que vous avez aussi pour, pourquoi pas, la sous-région, hein, voilà, l'Afrique de l'Ouest. Revenons
au cas concret de les relations avec les partis politiques, vous avez tout à l'heure effleuré en parlant de quelqu'un d'un parti politique. Et on dit souvent, en Côte d'Ivoire, on dit souvent qu'il est difficile pour un parti politique de remporter les élections sans alliance, les élections présidentielles en particulier. Et dernièrement, moi j'ai suivi l'actualité parce que je suis toujours au parfum de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a eu dernièrement une plateforme des partis politiques de l'opposition. Et je n'ai pas entendu le nom pro-Côte d'Ivoire. Donc je voudrais savoir, est-ce que votre parti a participé à ce regroupement-là? Et quelle est votre position en ce qui concerne les alliances? Parce que justement, ma question, c'est beaucoup plus sur les alliances. Voilà. Bon, déjà, pour Côte d'Ivoire, notre parti n'est pas allié à un parti politique à l'heure actuelle. Cela dit, nous sommes ouverts, mais avec des exigences. Vous savez, les alliances qui consistent uniquement, essentiellement, à aller faire tomber le physique d'un individu, vous n'allez jamais retrouver pour Côte d'Ivoire là-bas. Mais les alliances de projet, oui, on pourrait nous retrouver là-bas. Nous sommes pour une Côte d'Ivoire République fédérale. Et donc, s'il y a des partis qui sont d'accord avec ça, et que ces partis-là nous proposent des alliances, peut-être qu'on va s'unir et puis défendre une même cause. Cela dit, il faut qu'on apprenne, nous, partis politiques en Afrique, à aller à l'essentiel. Ces alliances-là, nous ne sommes pas dedans pour l'instant, mais ce n'est pas évident qu'on soit dedans non plus. Parce que pour nous, ce ne sont pas des choses qui pourraient nous amener à l'essentiel. L'opposition aujourd'hui en Afrique a besoin d'organiser ses militants. L'opposition en Afrique aujourd'hui a besoin d'enseigner ses militants. L'opposition en Afrique aujourd'hui a besoin de moyens financiers. L'opposition en Afrique aujourd'hui a besoin même d'abord de donner des exemples. C'est-à-dire ce que vous voulez là est d'abord ça. C'est autant de choses que je peux citer. On pourrait dire peut-être seul, en tant que parti politique, c'est difficile. Pourquoi on ne crée pas des alliances autour de ce que je viens de dire? Exemple, 3, 4, 5, 10, 20 partis se mettent ensemble, sortent un budget commun, sillonnent le pays, parler à leurs militants, pour faire une forme d'association au sein de ces partis politiques-là pour pouvoir aller prendre ce pouvoir-là de manière saine. Pourquoi on ne fait pas ça? Voilà le cas des bureaux de vote. La présidentielle, ça va jusqu'à 20 000 bureaux de vote si je ne me trompe pas. Il faut 2 représentants par bureau, donc 40 000 personnes. 40 000 personnes, on parle d'au moins 1 à 2 milliards pour pouvoir les nourrir, les financer, les mettre dans les bureaux de vote. Wow. Alors, nous savons qu'en Afrique, le pouvoir financier des oppositions, c'est pas ça. Il n'y a pas de moyens. Donc, du coup, il n'y a pas de couverture de tous les bureaux de vote et c'est ça qui crée après les tensions. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une plateforme? On ne s'allie pas pour réfléchir à cette thématique-là, pour trouver les solutions adéquates pour éviter ces mêmes choses qu'on a déjà vécues quand il y a les élections présidentielles. Mais vous, M. Fieni, déjà, vous évoquez des choses très intéressantes, mais vous n'êtes même pas allé à la rencontre des autres pour partager ce que vous venez de me dire ou ce que vous êtes en train de dire. Donc, comment est-ce que vous pensez que les autres vont le savoir? Oui, c'est pourquoi je vais même dire mieux que ça. Moi, j'ai comme l'impression que, je n'ai pas la preuve, mais c'est le sentiment, l'impression. Donc, que personne ne prenne ça pour une confirmation, mais c'est le ressentiment que j'ai. C'est le sentiment que j'ai. J'ai comme l'impression que nous avons des partis d'opposition en Afrique qui, en réalité, ne veulent pas... On va se limiter à la Côte d'Ivoire. On va dire Côte d'Ivoire, par exemple. Oui, en Côte d'Ivoire, vous avez des partis politiques qui, en réalité, ils ne veulent peut-être pas le pouvoir, ils veulent juste se contenter d'exister. Parce que ce que vous venez de dire, moi, j'ai adressé des courriers pour rencontrer tous les leaders des partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas été reçu. Il y a eu des démarches qui ont été entamées, ça et là, les préparatifs. Mais on est dans 4 mois, 5 mois maintenant que j'ai adressé ces courriers. Aucun parti de l'opposition ne vous a reçu jusqu'à présent. J'ai dit, jusqu'à présent, aucun parti de l'opposition ne m'a reçu. Pourtant, on a adressé des courriers en bonne et due forme. Et ce sont les partis qui n'ont pas reçu de nous des courriers, ce sont ces partis-là même qui sont venus à Pro-Côte d'Ivoire pour fusionner à Pro-Côte d'Ivoire. Ça dit même tel leur nom de parti pour nous soutenir dans
ce projet de société qu'ils ont trouvé vraiment novateur, et bon, et donc pour eux, c'est ce qu'il faut, tout comme nous d'ailleurs. C'est un peu désolant parce que vous faites partie Oui, du c'est grand, parti, c'est parti, oui, mais c'est parti. du Moi, grand ensemble, je- l'opposition. Vous faites vous partie assure. de ce grand ensemble qu'on appelle parti d'opposition. Vous adressez... Bien évidemment. Pardon? Bien évidemment, Oui, bien évidemment. aucun parti à qui vous avez envoyé le courrier ne vous a répondu Non, du jusque-là. Non, du tout. Et chaque parti, et chaque parti va à l'élection présidentielle et comme ça, et puis on veut diriger la Côte d'Ivoire alors qu'on ne se parle pas entre eux. Voilà, on ne se parle pas parce que, en fait, c'est pourquoi je dis qu'ils ne sont pas sûrs. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils veulent vraiment ce pouvoir. Il faut juste exister sur le plan politique. Et qui sait, en politique, tout peut arriver pour l'intérêt de quelqu'un. Voilà, je le dis sans faux fuyant. Moi, je pense véritablement qu'on a des partis de l'opposition ici en Côte d'Ivoire qui jouent le jeu même du pouvoir. Ils crient, ils aboient, ils parlent haut, ils parlent fort, mais dans le fond, il n'y a rien du tout. Il faut juste impressionner et détourner l'attention. Parce que quand on est lucide, quand on veut vraiment le pouvoir, je ne vois pas pourquoi on pourrait ne pas recevoir un président d'un parti politique, pas des moindres ici en Côte d'Ivoire, pour au moins l'écouter. Je vous assure, ça n'a pas été fait. Alors que l'objectif pour moi, c'est de fédérer tout ça avec ma petite idée, de sorte à ce qu'on s'organise pour avoir les moyens, sans aller s'endetter. Je prends un exemple. Si moi, M. Guillaume, j'ai 10 000 francs, et que j'estime que les 10 000 francs, je peux contribuer, enlever dans les 10 000 francs 3 000 francs pour l'union de l'opposition. Et que l'autre, à quelque part, dans ces 20 000 peut enlever tant, et que ce fonds-là devienne un fonds de souveraineté pour l'opposition, de sorte à ce qu'on puisse aller aux élections, couvrir les bureaux, battre campagne, aller à l'unisson, faire des meetings ensemble, parler à nos populations. Est-ce que ça, c'est une mauvaise idée? Non. Mieux, j'ai demandé à rencontrer même le président du PPACI. Il n'y a jamais eu même d'appel pour dire, écoutez, suite à votre courrier, venez, on va vous écouter. Mais l'idée pour moi, c'était d'aller montrer notre soutien sur un plan au président Gbagbo, qui est que pour ce qu'il a été en Côte d'Ivoire, pour ce qu'il est, le droit, oui, la politique aussi va avec aussi le droit. Donc, nous, ces enfants, ces petits-fils-là, nous voulons que son nom soit véritablement sur la liste électorale pour éviter des tensions. Mais comme il s'agit de lui, on voudrait sa permission pour, à notre tour, prendre ce dossier en main pour intervenir. Ils ne nous ont pas répondu. Mais moi, j'ai regardé l'intérêt de la nation et j'ai dépêché une délégation de mon parti jusqu'à la médiature pour plaider de sorte à ce qu'ils interviennent enfin pour que le nom du président Gbagbo soit sur la liste électorale. Avec lui, le président Charles Blé Goudé. Et que ceux qui sont exilés rentrent. Moi, j'ai mené cette démarche. Mais pourtant, eux, ils ne m'ont pas reçu. Voilà le problème en Afrique. C'est pourquoi nous disons que les gens mélangent les sociétés les projets de société pour le bien-être des populations à leur propre bien-être, à leur propre vision, à leur propre ambition, j'allais même dire égoïste. Parce que quand on veut le bien d'une nation comme la Côte d'Ivoire, tous ceux et celles qui sont engagés pour ce bonheur-là, quand ils demandent à vous recevoir, vous les recevez, c'est le minimum. Si vous êtes incapable de recevoir entre griffes un collègue du même travail que vous exercez, mais ce que vous dites, c'est faux. À quel moment vous allez recevoir les autres qui n'ont pas les mêmes visions comme vous? Ça en dit long. C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire attention. Les gens jouent des théâtres et après, entre eux dans le noir là-bas, ils savent ce qu'ils font, mais ils auront fini déjà d'embrouiller les gens. Donc j'ai demandé à mon parti, aux militants, de rester lucides. Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Et ces alliances dont nous parlons là, il y a des alliances naturelles. Quand on va arriver au moment donné, après avoir fait le tour de la Côte d'Ivoire, notre projet de société là, que quelqu'un dit je suis RADP, PDC ou autre, mais il y a une réflexion intérieure à cette personne-là qui va l'amener à choisir au dernier moment. C'est à nous de rester cohérents, fermes, véridiques. Et ceux qui sont mis ailleurs viendront à nous. Donc c'est ce qu'on appelle les alliances naturelles. Ça, on n'a pas besoin d'appeler le président d'un parti politique. Les militants eux-mêmes, là, à la dernière minute, changent d'avis. Parce qu'ils auront vu la vérité en nous, en pro-Côte d'Ivoire. Donc nous n'en doutons pas. Aujourd'hui, nous revendiquons environ 900 000 militants maintenant. On n'est pas loin des millions de militants actifs qui ont leurs cartes de membres. Wow. Ce n'est pas rien. Et ceux même qui pensent tous ces bruits-là, si on dit alignez-vous, je vous assure, vous risquez de ne même pas compter même 100 000 militants. Et depuis, je suis en train de tourner. Ça fait 6 mois, environ 4 à 6 mois que je tourne dans toute la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais croisé comme ça un autre parti politique là où je vais, dans les hameaux. Les images sont là, les vidéos sont là. Je n'ai jamais croisé un seul parti politique en train de tourner. Mais sur les plateaux de télé, ils vous diront que nous avons investi ici, nous avons fait ici. Mais moi, je n'ai rien vu. Bon, voilà un problème qui est là. Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Même si c'est pour d'autres la Côte d'Ivoire, mais nous pensons que la Côte d'Ivoire, c'est à l'intérieur. C'est de l'intérieur Abidjan est devenu Abidjan.
Il faut aller toucher les parents, il faut aller leur parler. C'est ce que nous faisons et nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire complètement et entièrement. Et donc nous sommes confiants que ce pays-là sera aux mains de Pro Côte d'Ivoire justement pour réparer tout ça. Il faudrait que le politique aujourd'hui de l'opposition soit un peu franc, un peu sincère. Trop de problèmes d'intérêt personnel et ça ne donne pas une bonne image à la Côte d'Ivoire. Donc en somme, pour terminer sur ça, l'opposition, parlant d'alliance, nous n'en avons pas une bonne appréciation de ce qui a été et donc du coup nous sommes assez réservés, nous observons. Mais si on a des partis qui viennent à nous, qui rentrent dans le cadre de notre projet politique, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai bien aimé aussi le cas où vous parlez de Abidjan n'est pas... La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan, la capitale économique. Oui, justement, parfois on se trompe un peu, on essaie de miroiter certaines choses dans la capitale économique et de là, on se dit que oui, la Côte d'Ivoire a atteint tel niveau, alors que voilà, la seule ville d'Abidjan ne suffit pas pour qu'on globalise ou bien on généralise tout. Merci déjà. Et j'ai constaté que par cette question-là, vous avez vraiment parlé de plusieurs sous-thèmes. Et je constate avec les auditeurs, auditrices qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a encore beaucoup. Il y a beaucoup. Ouais. Trop d'hypocrisie et prenons le cas de la RLE. On dit, ben, président, pourquoi vous ne vous prononcez pas? J'ai dit, moi, je ne vais pas me prononcer à la place de quelqu'un pour qui c'est un intérêt pour lui-même de démissionner. Parce que vous êtes tous partis prenants de la CEI, l'opposition, vous avez des représentations. Vous n'êtes pas d'accord pour un agenda, pour une programmation, mais démissionnez. Si vous démissionnez, est-ce que le RADP seul peut dire coûte que coûte, je vais organiser les élections? Mais pourquoi il ne démissionne pas? Donc, il y a une incohérence et dans ça, nous, on ne peut pas aller mettre notre tête pour chercher quoi? Le populisme. Nous ne sommes pas des populistes, nous sommes vrais. Nous n'avons pas nos militants par le populisme, non. Parce que le militant que tu as par le populisme n'est pas un vrai militant et toi-même à la base, tu es un faux. Donc vous deux, vous n'êtes pas vrais. Il faut avoir ton militant dans ta vérité. Dans le caillou que tu casses, si tu as un militant qui t'aide à casser, tu as un vrai militant. Parce qu'il ne faut pas caresser les gens dans le sens des poils. Et c'est ce que malheureusement la politique en Côte d'Ivoire fait. Pour avoir caressé les gens dans le sens des poils. Les naïfs tombent malheureusement dedans. Mais nous n'avons pas cédé à ça. Donc on ne va pas se prononcer. On ne va pas se prononcer là-dessus parce que tant que l'opposition elle-même est partie prenante de la CEI, vous vous plaignez de quelque chose, mais démissionnez. Vous ne démissionnez pas, vous voulez l'argent du beurre et le beurre. Bon, enfin, je ne comprends pas. Je vais toucher à cette question de révision de la liste électorale là, et vous allez donner votre position concrètement. Plusieurs partis de l'opposition et de la société civile aussi ont parlé de révision. Pro Côte d'Ivoire dit quoi dans cette affaire-là? C'est comme ça que je voudrais poser ma question. Quelle est la position de votre parti? Reprenez la question. C'est à propos de la révision de la liste électorale. Vous avez dit RLE. Je pense que c'est révision de la liste électorale, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, parlant de cette révision de liste électorale-là, qui est sollicitée par plusieurs partis politiques de l'opposition, bien sûr, et certains regroupements au sein même de la société civile. Bon, moi, je ne connais pas, je ne sais pas votre position. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Oui, c'est ce que je viens de dire. Moi, je pense qu'il y avait déjà un agenda connu. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens voudraient que la CEI reprenne la révision. Moi, je suis d'accord pour le fait que la CEI reprenne. Il faut être aussi honnête. Ça va nous arranger, nous tous. On aura encore des militants en plus qui auront leur nom sur la liste électorale. Pour ça, nous sommes d'accord. Mais après, il faut être aussi honnête. Il faut être honnête. Pourquoi? Parce que pour que la CEI revienne sur la révision de la liste électorale, il est important que ceux-mêmes qui forment la CEI soient d'accord. Donc, s'il a été déjà décidé qu'il n'allait pas avoir de révision de la liste électorale, et donc cela a été validé par ses opposants qui sont représentés dans la CEI, pourquoi alors aujourd'hui réclamer le contraire de ce que vous-même vous avez signé, validé et accordé? Pourquoi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, nous, notre politique aussi, ce n'est pas forcément d'indexer qui que ce soit, mais en même temps aussi, c'est de dire que notre politique-là est adressée vraiment aux populations qui elles-mêmes sont responsables de leur propre malheur. Parce que la CEI a ouvert quand même un temps pour que les populations partent à ces endroits-là pour se faire enrôler et vérifier ce qu'il y a à vérifier. Ces populations ont eu l'information. Mais pourquoi elles ne se sont pas déplacées?
Voilà aussi une question. Bon, la CEI pourrait ouvrir aujourd'hui, sinon demain, disant, bon, venez vous faire enrôler, venez réviser, venez, bref, cette même population ne va même pas sortir. Donc, on veut quoi à la fin? Moi, j'ai trouvé que c'est juste un argument que certains partis de l'opposition veulent utiliser peut-être pour emmerder quelqu'un, pour emmerder les gens, ou alors pour se cacher derrière leur incompétence. Pour se cacher derrière leur incompétence parce que la CEI a ouvert bien une date. Et tous les Ivoiriens ont eu l'information qu'il fallait mener ces opérations pour pouvoir se mettre sur la liste électorale. Mais l'Ivoirien qui n'est pas parti là, est-ce que c'est la CEI qui lui a dit de ne pas partir? Est-ce que c'est aux partis politiques leur responsabilité, comme quoi n'allez pas vous enrôler, n'allez pas faire ci, faire ça? Personne. Nous tous, nous avons appelé nos militants à aller se mettre sur la liste électorale. N'importe quel parti en Côte d'Ivoire a appelé ses militants à aller se mettre sur la liste électorale. La CEI aussi a appelé les militants à aller se mettre sur la liste électorale. Mais si la population n'est pas sortie pour aller se mettre sur la liste électorale, alors qu'il y avait des dates butoirs affichées, tout, c'est la faute à qui? On ne va pas aussi indéfiniment réouvrir. Donc, si tel est le cas qu'on ouvre la RLE et que tous les Ivoiriens ne vont pas s'enregistrer, même s'il reste 2 personnes, ces 2 personnes peuvent demander à ce qu'on reporte. Et donc, on va aller de report en report, on va finir quand? Il y a des règles établies, ça peut ne pas nous arranger, mais il faut les respecter. C'est comme une loi qui tombe sur toi parce que tu es en faute, tu dis aujourd'hui, là, ils sont contre moi. Mais la loi, c'est la loi. Ça peut être dur, mais c'est la loi. Donc, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'honnêteté intellectuelle de la part de certains de ces partis politiques de l'opposition. Donc, on ne veut pas se mêler, il faut être lucide. Voilà. La population, comme les partis politiques, sont tous coupables. Ouais, je comprends déjà les rapports que vous avez avec plusieurs partis de l'opposition. Déjà, moi, je vais profiter pour vous poser cette question-là. Quel rapport Pro-Côte d'Ivoire entretient-il avec le parti au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix? Je vous assure, je n'ai aucun rapport avec le pouvoir. Ok. Aucun rapport. Ce sont juste des adversaires et je sais que je vais les battre dans les unes, ça c'est sûr, et même ils le savent. Okay. Mais au-delà, je n'ai pas de rapport. Voilà, je n'ai pas vraiment de rapport. Je ne connais pas même un ministre d'État qui serait un ami, un oncle ou quoi que ce soit. Le président lui-même, je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Je n'ai jamais échangé avec lui, ni ses lieutenants ou autre, rien du tout. Voilà. Donc, peut-être, pas peut-être, il y a dans le gouvernement un des fils du disciple du Zanzan. Voilà. Au moins une fois, je lui ai dit bonsoir grand frère, bonjour grand frère. Ça s'est juste limité là. Donc il n'y a pas de rapport vraiment. Il n'y a pas de rapport. Okay. Et vous faites bien de poser cette question. Il y a d'autres même qui essaient de dire, parce que quand ils voient quelqu'un évoluer, quelqu'un en train de réussir à accomplir ce pourquoi il a pris de l'audace, en train d'atteindre ses objectifs, les gens tout de suite, peut-être eux paresseux, ou alors eux n'ayant pas le secret, sinon l'intelligence comme l'autre là qui est en train d'avancer, ils aiment tout de suite prêter des choses. Ouais. Comme quoi, est-ce que c'est pas le pouvoir même qui est en train de le positionner, de le placer? Je lis ça sur les réseaux sociaux, c'est un deuxième KKP. Ça me fait juste rire et ça montre vraiment le niveau du mal que la Côte d'Ivoire a reçu depuis ces époques passées. J'ai de la pitié quand je pense quand je lis tout ça. Ça me fait mal, j'ai de la pitié. Voilà. Mais notre organisation, nous sommes tellement organisés et ce que nous faisons là, nous le faisons même mieux que le parti au pouvoir. Donc, est-ce alors si le pouvoir devait nous financer? Quel est ce pouvoir qui va venir me donner 100 000 francs alors que ce pouvoir même n'arrive pas à avoir 500 francs? C'est incohérent, ça n'a pas de sens. Ouais. Parce qu'en termes organisationnels, loin de moi d'être orgueilleux, mais quand nous regardons nos images, nous faisons des comparaisons, mais nous sommes largement au-dessus, mieux organisés. Voilà, mieux organisés. Donc, on ne peut pas faire savoir aux uns aux autres que c'est le pouvoir qui est en train de nous donner ci ou ça. Non, ce n'est pas vrai du tout. Donc, il n'y a aucun rapport. Merci. Nous sommes des citoyens ivoiriens et nous vivons en Côte d'Ivoire, nous faisons notre politique et nous les battrons dans les unes. C'est tout ce que nous savons. Good. Merci déjà à vous, M. Fieni Kofi Kevin. Nous allons terminer bientôt. Vous le remerciement. Mais déjà, avec votre permission, on va avoir juste un petit moment musical pour vous de reprendre un peu une gorgée d'eau, par exemple. Et puis, on va revenir faire la conclusion. Ça vous convient? D'accord. À tout à l'heure. Merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 Saisons.
Merci de rester toujours à l'écoute de Radio 4 saisons, la perle de l'audiovisuel mondial. N'oubliez pas, l'émission s'appelle Les Rendez-vous GK, les rendez-vous de Guillaume Kofi, chaque jeudi, 17h, 18h30, heure de l'Est, 21h, 22h30, temps universel. Nous recevons le président de Pro Côte d'Ivoire, candidat déclaré à la candidature pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est cette année même. Monsieur Kevin Fieni Kofi. Ou si vous voulez précisément Fieni Kofi Kevin. Oui, il faut remettre les choses en ordre. Allez, une juste interlude musicale avec l'hymne de Pro Côte d'Ivoire et nous revenons. Pro Côte d'Ivoire, pour une république fédérale à venir et les États-Unis d'Afrique. Nous sommes pro Côte d'Ivoire pour un État fédéral à venir, tout en marchant dans le progrès, pour une nation plus prospère. Je suis pro Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Déterminés pour l'avenir de toutes les générations africaines, flambeau de tout continent, pour des États souverains. Je suis pro Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Je suis pro Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Pro Côte d'Ivoire. Je suis pro Côte d'Ivoire. Je suis pro Côte d'Ivoire. Engagé pour la paix. Je suis pro. Allez, on va répéter. Je suis pro Côte d'Ivoire. Déterminé pour la souveraineté. Je suis pro Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es pro Côte d'Ivoire? Artisan de paix et de... Are you pro Côte d'Ivoire? Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Oui, la Côte d'Ivoire à sa gloire grâce à Pro Côte d'Ivoire de Monsieur Fieni Kevin Kofi. Merci à chacune et à chacun pour l'intérêt à cette émission, les rendez-vous de Guillaume Kofi. Merci aussi d'avoir pris le temps de nous écouter jusque-là.
nous allons dire au revoir à Monsieur Fieni Kofi Kevin. Mais bien avant, nous voudrions bien lui poser une ou deux questions. Parce que justement, nous voudrions savoir un peu plus, et mieux d'ailleurs. Monsieur Fieni, vous êtes toujours en ligne, hein? Vous êtes toujours là. Oui. Merci déjà. Nous allons terminer avec une question, voilà, qui est là, qui est là dans l'air, là. Des gens m'ont envoyé des messages, parce que j'avais dit à des amis, oui, je recevrai le président Fieni, et certaines personnes m'ont posé des questions, mais il y avait une question récurrente, et la voici, et je l'ai réservée pour la fin. La question dit, une fois pour Côte d'Ivoire et son président Fieni Kofi Kevin au pouvoir, à quel type de pays les Ivoiriens doivent-ils s'attendre? Voilà, donc une sorte de conclusion à ce que vous avez dit, mais en fait, peut-être de précision s'il y a des faits, il y a 2 faits, 3 faits concrets. À quel type de pays les Ivoiriens doivent-ils s'attendre? C'est simple, hein, les Ivoiriens doivent s'attendre une fois pour Côte d'Ivoire au pouvoir à un pays de justice. Ok. Où le pouvoir de la justice, vraiment sera le pouvoir de la justice. Il n'y aura pas d'interférence, ça c'est un. Mais surtout, les Ivoiriens devront s'attendre à un pays où tout ce qu'on veut là doit être sur le mérite. Il y a des gens qui disent comme ça la méritocratie. C'est ça, non? C'est surtout ça. Pour mériter, pour pouvoir mériter ce que tu cherches. Tout doit être sur le mérite. Mais surtout un pays de droit, un pays de droit, un pays de droit. Ça englobe tout. On n'aura plus le temps de développer ça. Mais c'est de s'attendre à un pays de droit. Où le plus petit, le riche, le milliardaire, je ne sais quoi d'autre, face au droit, ils sont mêmes. Deuxièmement, que tout soit sur le mérite, pas le mérite. C'est à ça que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent s'attendre. Mais tout naturellement, peut-être il y a d'autres qui pourraient chercher autre chose ailleurs. Il n'y aura pas de règlement de compte parce que nous n'avons pas eu de problème avec qui que ce soit. Notre génération n'est pas mêlée à quoi que ce soit. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas de règlement de compte. Au contraire, notre pouvoir va rassembler nos dévanciers, notre président actuel, les ex-présidents, les ministres. Ça va les rassembler et faire d'eux des conseillers pour nous soutenir, nous jeunes là, à pouvoir développer ce pays-là. Parce que, étant être humain, on a le bon, on a le mauvais. Nous n'aurons pas le temps de revenir en arrière. C'est le bon qui est en eux là que nous allons utiliser pour avancer. Donc, ils seront nos conseillers. Merci, voilà. C'est bien dit. Et votre mot de fin, avant de nous dire au revoir et de revenir sur Radio 4 saison bientôt. Je vais tout simplement lancer un appel à tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs de rejoindre notre parti politique pro-Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale, pour faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, pour faire de la Côte d'Ivoire un état où le mérite seul doit primer. C'est tout ce que je leur demande. Il ne s'agit pas de moi, ma personne, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire et du parti politique pro-Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à vous, Monsieur Fieni, et puis ça a été un plaisir de vous recevoir ici. Ça a été surtout un plaisir pour moi. Allez, merci. Prenez soin de vous. Au plaisir. Merci. Bye bye.
Merci à chacune et à chacun de nous avoir suivis et d'avoir surtout écouté Monsieur Fieni, président de Pau Côte d'Ivoire, candidat déclaré à la candidature pour la présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. La candidature à l'élection présidentielle, je vais préciser. Ça a été un plaisir d'échanger avec lui autour de son projet de société. Faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Merci à vous, monsieur Fieni Kofi Kevin, candidat déclaré à la candidature de l'élection présidentielle de 2025 pour la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous savons que la victoire est à portée de main. Au revoir, salutations à tout le monde et puis bon vent à vous, monsieur Fieni. Merci de rester toujours sur la belle station Radio 4 Saisons. On vous dit au revoir avec le grand groupe Zouglou Makers. Jamo Jamo. Et bien sûr, la victoire est là, monsieur Fieni. Au revoir, salut! Toutes les saisons, captez Radio 4 Saisons. Se mettre ensemble est un bon début et de rester est un progrès. Œuvrer ensemble est sûrement synonyme de réussite. Donc sans votre soutien, on ne saurait avancer. Sans votre soutien, on ne pourrait avancer. Et se mettre dans la main dans nos différences et dans la persévérance sera bien demain. Inch'Allah. Dis-moi où tu vas, est-ce qu'il y a Sougou là-bas? Alors ne les laisse pas pour partir. Attrape la main de Samy. Lui a grandi. Le soleil s'est levé pour nous. Et c'est l'infini se sont levés. Ne laisse pas pour mes cailloux. Mike le Robachella. Pico, Alain et Marc Aimé. Guidés par une lumière, nous nous sommes mis à faire ce que le Père nous a inspiré. Et nous en sommes fiers. C'est toi qui es fort. Bienvenue sur la radio 4 Saisons.
Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Kofi. Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons.